Hey Charles, sais-tu quoi? Non. Ben, on est là pour jaser. Fantastique. Je suis là. Aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on discute, c'est ton transfert de la vie. Tu étais quand même dans la vie publique en étant dans les métiers que tu as occupés, mais là, on s'entend que c'est un autre niveau. Oui. Avant de dire oui à cette aventure-là, à quoi tu as pensé? Pas dans le sens à quoi tu as pensé qu'il y a l'erreur, mais qu'est-ce qui t'a... Y as-tu réfléchi longtemps? Oui, j'ai réfléchi longtemps. Ça a pris plusieurs mois, voire presque un an. Parce qu'évidemment, la course, on se rappellera que la course au PLQ a été longue. Là, il y a eu le départ de Dominique Anglade, puis après ça, il y a eu un long intérim. Et j'ai commencé à réfléchir à ça avec des amis. Je dirais même que certains amis, un entre autres, qui a eu l'idée quasiment avant moi, de réfléchir à ça. Puis il est arrivé un soir où je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai pensé, j'ai mijoté, j'ai parlé à quelques personnes, mais j'étais très, très heureux dans le travail que je faisais. Mon travail à la FCCQ, c'est parmi les plus belles années de ma vie jusqu'à présent. Donc, c'est pas par... Qu'est-ce que tu as aimé dans ce travail-là? Quand tu dis plus belle, c'est fort, tu sais, les plus belles années de ma vie. Oui, je le pense vraiment, c'est la diversité des tâches. C'est donc d'aller partout au Québec dans les chambres de commerce, de prendre la parole dans les médias, d'aider les dirigeants de chambres de commerce à générer des résultats partout au Québec, puis de gérer une équipe. T'sais, quand j'étais là à la FCCQ, on est passé d'une trentaine d'employés à plus d'une centaine en quelques années. Pendant la pandémie aussi, donc je suis arrivé à la FCCQ, puis on est tombé en pandémie 6 semaines après. Donc, toute ma vie a changé très, très rapidement quand j'ai commencé ce travail-là. Et j'étais extrêmement heureux de ça. Alors, pour moi, le coût d'opportunité était très grand. C'est pas comme si j'étais malheureux puis je me cherchais un nouveau défi. Mais honnêtement, François, je me disais, je trouvais que le Parti libéral avait besoin d'un nouveau souffle. Puis, je pense encore, que ça prenait des nouveaux visages, puis un nouvel air d'aller. Puis j'avais envie de contribuer à ça. Je dirais que ma première motivation, ça a été de devenir chef du PLQ. Évidemment, le but ultime, c'est de diriger le Québec, puis c'est ça l'objectif. Mais cette étape-là, pour moi, c'était pas juste un camp de base, c'était une destination en soi aussi, parce que j'avais envie que ce parti-là qui existe depuis tellement longtemps ait un souffle nouveau, puis pas juste par moi, mais par les gens qu'on a réussi à attirer comme candidat. Ça me rend très, très fier. L'équipe qu'on présente, en fait, ça me touche parce qu'il y a quelque chose de l'esprit de meute, de l'esprit de groupe là, que je trouve beau. Mais ça a été une décision difficile. Ça a été une décision... C'était quoi les volets qui te faisaient hésiter? C'était quoi les dimensions? Écoute, soyons honnêtes. Là, je connais assez la politique pour savoir que aller dans la sphère publique... Ta vie personnelle était pour être révélée. Oui, puis que ça devait venir avec une ouverture justement à ma vie en général, d'être ouvert à être scruté, puis jugé, puis critiqué, puis parfois louangé, mais plus souvent critiqué. Donc ça, il faut accepter ça. Évidemment, au niveau financier, c'est des changements. J'ai été dans une course au leadership, puis je ne veux pas faire pitié d'aucune façon, mais j'ai été dans une course au leadership pendant 1 an, sans rémunération, vraiment. Ça, ben oui. Donc, j'ai vraiment pris un grand, grand risque. Puis finalement, la première course, évidemment, je suis terminé 2e. Puis ensuite, je me suis retrouvé... Comment tu as vécu ça? Je vais le dire, là, on est humble au Québec, mais je suis très, très fier de ma réaction et de comment j'ai géré ça. C'est-à-dire que j'étais extrêmement fier de la campagne. On a terminé à 47-48 %, mais on est parti de zéro. C'est pas comme si j'étais passé de 40 à 48. Je passais de 0 à 48. Alors, j'étais très fier de moi. Puis, j'ai continué à m'impliquer dans le parti. Je ne peux pas dire que je trouvais ça facile les premières semaines, mais à continuer à participer à des événements malgré la défaite. Puis je suis très fier de l'avoir fait aussi parce que là, je pense que les gens ont vu que j'étais sincère dans ce travail-là. Tu étais là pour le vrai. Puis je me suis trouvé un autre travail. Je suis allé enseigner à l'université ici à Bishop, en Estrie. Puis encore une fois, j'ai fait une seule session, mais j'ai tellement aimé ça. François, là, honnêtement... éventuellement, plus tard dans ma vie, je serais heureux de retourner enseigner. Je trouve que c'est un des métiers les plus nobles. Qu'est-ce que tu aimes dans l'enseignement? C'est d'avoir des jeunes devant toi qui... Puis c'est la transmission, en fait. C'est de dire, regardez, moi, j'ai vécu des choses en toute humilité que je vais essayer de vous transmettre.
Et il y a quelque chose, puis les examens, l'évaluation, voir comment les jeunes partent du mois de septembre X, Comment ils puis là, au mois de progressent. décembre, quand tu corriges leur copie, tu te dis, ben coudonc, ouais, ils ont appris quelque chose, puis ben, coudonc, j'imagine que j'ai un rôle à jouer là-dedans. Ça m'a rendu très, très fier. Puis comme je l'ai déjà dit, ma mère était prof de français, mais mes deux grands-mères, mes tantes, mes cousines, moi, je m'enfarge dans les profs là, dans ma famille. Alors, j'ai réalisé que j'avais un peu cette, je sais pas ce talent-là, mais cette capacité-là. Puis moi, je dis souvent, puis je le pense en plus, il y a 3 jobs dans la vie. Soigner du monde, leur apprendre quelque chose ou leur vendre quelque chose. Puis leur vendre, ça peut être des idées, ça peut être un Ouais, ça peut produit, être ça peut positif être un aussi. service. Mais je trouve que c'est les 3 grandes familles de. Puis là, j'ai l'impression d'avoir fait les 3 dans ma vie, puis d'avoir retiré quelque chose des 3. Alors, voilà. Puis, c'était quoi l'événement déclencheur? Te rappelles-tu du moment où tu as dit « j'y vais ». Oui, je me rappelle. Ben, en fait, il a fallu que je me le dise 2 fois, à la première course puis à la deuxième course. Ouais, Mais je ouais. te dirais à la première course parce qu'il a fallu que je démissionne de mon poste presque 1 an avant le vote. Donc, c'est encore. En fait, 1 an avant le vote, de juin 2024 à juin 2025. Ça se travaillait, puis là, il y avait l'équipe potentielle qui voulait m'aider, puis là, j'en parlais avec ma famille, puis un matin, ben, on a fait un Teams, puis j'ai dit, ben, j'y vais. T'sais, puis là, ça a été un moment très émouvant, en fait, parce que là, les gens ont fait comme, OK, ils Il va, là. délaissent X, Y, Z, puis là, c'est plus juste on y va. Parce que, tu sais, prendre un verre avec un chum, puis dire, hey, on va faire ça, moi. D'ailleurs, il y a plein de gens qui disent ça, on va faire ça un jour, on va faire ça un jour, mais quand le jour arrive, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu déposes les armes puis tu dis j'y vais, je le fais, j'accepte tout ça? Il n'y a pas tant de gens ça qui le font. Là, pendant la campagne, il y en a plein qui vont le faire. Mais j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Moi, quelqu'un qui dit de tous les partis, là, qui dit je lâche un certain nombre de choses de confortables pour me présenter en politique, moi, ça mérite mon respect, même si c'était mon adversaire. Mais la première campagne, entre toi et moi, là, tu pensais-tu gagner? Oui. Oui. Je pensais pas que ça serait facile. Je suis pas stupide non plus. Je me battais contre des gens d'expérience. Mais je sentais, et plus la campagne avançait, une volonté de changement, une volonté de renouveau. Mais c'est sûr que le fait que j'étais nouveau, ça avait des plus et des moins. Hein? Alors, le fait que moi, ça me fait toujours rire. Les gens disent on te connaît pas. Mais oui, mais si tu veux représenter un renouveau, à un moment donné, il faut t'arriver de quelque part. Non, vrai. Et les gens ne me connaissent pas ou ne me connaissaient pas en politique. Quoique, moi, je pense qu'on est vraiment rendu ailleurs depuis quelques mois. Mais les gens me connaissaient dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'économie, même dans le milieu des médias, parce que j'ai fait beaucoup de médias quand j'étais plus jeune, des chroniques à la télé, puis des publicités à l'époque pour Uniprix. Donc, moi, j'ai l'impression que j'avais toute cette connaissance-là que là, je voulais mettre au service de la politique. Mais la politique, des fois, c'est ingrat. Hein? Les gens disent, bon, OK, lui, on ne le connaît pas. Mais oui, mais connaissez-moi, apprenez à me connaître, intéressez-vous, posez-moi des questions. Puis je dis oui à tout, là, pratiquement. À toutes les opportunités de rencontrer des nouvelles personnes. Je ne suis pas chez nous à attendre que ça arrive. En fait, je ne suis jamais chez nous. Donc, voilà. Comment tu as réagi quand tu as réalisé que ça ne marcherait pas avec la personne qui a gagné ta première course? Comment, sérieusement, t'as-tu dit, ça se peut pas? Qu'il y ait une deuxième course? Ouais. Non, ouais, honnêtement, ça a été une journée un peu plus difficile de se dire, OK, là, ça revient, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on fait? Et ce que j'ai trouvé difficile, François, c'est que on dirait que les gens avaient décidé pour moi. J'écoutais là, les gens dans mon entourage, même les médias disaient bon, ben c'est sûr que Milliard va y aller maintenant que la place est libre, puis c'est réglé, puis c'était dans le temps des fêtes. Là, c'était comme OK, il s'en va, pourquoi qu'il ne l'annonce pas? Mais la décision n'était pas prise. La décision s'est Qu'est-ce prise. qui te faisait hésiter? Ben, ce dont on parle depuis une demi-heure, c'est-à-dire tout ce que ça demande. Puis là, j'avais comme fermé un peu le dossier. J'étais fier de ma réaction. Je m'étais trouvé un emploi que j'aimais beaucoup. Mais, et ça, je m'en rappelle, je pense que c'est le 27 décembre au matin, entre Noël et le jour de l'an. Je me suis levé un matin, puis je lisais justement, puis en tout cas, pas trop me rendre ça romantique, mais il y avait le soleil là, qui arrivait sur à la place où je lis chez nous. Puis je me suis dit, ça n'a pas de sens de ne pas remettre ça. Après tout ce que j'ai fait, après tous les gens passé si près aussi. que j'avais mobilisés,
Puis là, je me disais, qu'est-ce que je vais dire de moi-même dans 10 ans si je ne l'ai pas fait, tu sais. Alors, c'est devenu clair, puis évidemment, j'en ai parlé avec mon conjoint, j'en ai parlé avec mes parents aussi, puis mes amis. Puis je pense que personne n'était surpris. Tout le monde était surpris la première fois, personne n'était surpris la deuxième. Mais parce que tu étais si proche. Mais la décision a été réfléchie très longtemps. Bien, très longtemps, au moins 2 semaines. Puis quand est-ce que tu as réalisé que ta vie venait de changer, là? À 2 moments. OK, d'accord. La semaine, j'ai annoncé par vidéo que je me présentais pour la 2e course. La semaine d'après, M. Legault a démissionné. Je t'annonce que je n'étais pas dans le secret des dieux. Je ne savais pas qu'il allait démissionner. Et là, on m'appelle à Radio-Canada et on me dit on va prendre votre réaction suite au départ de M. Legault. Et là, j'ai réalisé que j'étais la première personne à donner une réaction à Radio-Canada au départ de M. Legault. Alors là, je me suis dit, OK, là, on est passé à un autre niveau parce que, évidemment, là, je n'étais pas chef encore, mais je devenais le potentiel chef d'opposition. Alors, ça, j'ai eu quelque chose, puis je m'en allais à une expo à Saint-Hyacinthe, pas l'expo agricole, mais un salon d'agriculture. Et les gens avaient écouté ça dans l'après-midi. Et là, j'ai vraiment vu qu'il y avait quelque chose de différent qui se passait pour moi, c'était clair. La deuxième chose, c'est le 13 février 2026, quand je suis devenu chef. Là, donc, quand on m'a appelé, évidemment, là, ça a été la première rencontre avec le garde du corps au restaurant à Magog, ici. Puis, je me rappelle avoir ouvert la porte. Puis il a dit non. Il était là en haut des marches. Et je me suis vraiment dit, OK, là, c'est d'autres choses. Et rapidement, tu sais, dans le regard des gens aussi, dans l'émotion des gens aussi qui avaient investi tant de temps, puis que là, on reçoit l'appel, on dit, ben, tu sais, bon, vous êtes le 17e chef du Parti libéral du Québec. Tu sais, là, pour moi, ça a vraiment changé ma vie. Puis après ça, c'est une suite de petites réalisations. Là, je suis curieux du quotidien. Tu sais, en quoi, là, dans ta vie, parce que là, tu as un chauffeur, tu conduis. Ben oui, hein, puis ça vient avec, c'est pas. C'est ça, non, c'est ça. Tu n'as pas le choix. Non, c'est ça. Tu n'as pas le choix, tu conduis plus, là. Non. Mais t'aimais-tu ça, conduire? Oui, apparemment, je n'étais pas très bon, selon mon conjoint, mais... mais lui, il connaît bien les véhicules. Oui, lui c'est un gars de char, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais blague à part, mais je me suis adapté à ça. On dirait que j'accepte. À partir du moment où j'ai décidé que je le faisais, je le fais au complet. Tu sais, je me suis comme abandonné à ça en me disant que c'est une partie de ma vie, c'est quelques années. Est-ce que ça va être 1 an, 8 ans, 12 ans? Ça, c'est pas moi qui va décider. Mais j'ai décidé de m'abandonner à ça. Puis ça, ben, ça vient avec la protection, le fait que je ne contrôle plus un certain nombre de choses, le fait que maintenant, mettre quelque chose à l'agenda, ben oui, là, les gens vont me dire en bout de ligne que c'est toi qui décides, mais oui, mais tu sais, pas tant non plus. Il y a une équipe autour de ça. Faut qu'ils connaissent Émilie. Faut qu'ils connaissent le monde dans mon équipe. Il faut qu'ils passent un certain nombre de barrières. Mais ça, c'est normal. À quelque part, j'aspire à être premier ministre du Québec. Fait que c'est sûr que ça vient avec un certain nombre de renoncements. Là. Fait que mais parle-moi de ton quotidien, là. Aller faire le marché, là. Ça se passe comment? Bien là, c'est ça. Aller faire le marché, ça se passe plus tout seul. Alors, ça se passe plus en groupe, même si ça se fait de façon plus discrète. Mais tu sais, tous les gens qui ont été ministres ou qui ont eu de la protection savent c'est quoi. Tu sais, il y a une part de... La personne devient une partie de ta famille tout en te gardant une bulle. Mais c'est nécessaire. On a besoin de ça maintenant. La partie aussi de pouvoir se concentrer sur le travail qu'on fait, mais la partie aussi qu'on vit dans un monde où il y a comme moins de limites qu'avant. Et puis, il faut mais je veux dire, dans le regard des gens autour de toi, est-ce que tu as vu une progression? Ouais. Bien, j'ai vu une progression, des fois une régression aussi. Mais c'est normal encore. Puis, bizarrement, je réussis jusqu'à présent à ne pas le prendre personnel, plus à accepter que je représente pour des gens un adversaire politique. Ça serait le fun que ça reste à ce niveau-là, c'est-à-dire de reconnaître qu'on a des opinions différentes, pas obligé d'attaquer les gens de façon plus personnelle. Je sais très bien que je dis ça, ça va continuer quand même. Mais c'est mon rôle quand même comme politicien de dire, tu sais, moi, M. Plamondon, Mme Fréchette,
pas d'accord avec bien des affaires, mais c'est des humains. Ils ont le droit d'avoir leur vie privée. C'est pas des ci, c'est pas des ça. Ce ne sont que des adversaires. Puis je pense que comme leader, on a un rôle de parler à notre gang aussi. Et moi, je parle souvent à ma gang. Je ne dis pas qu'ils m'écoutent tout le temps, mais moi, je leur dis, là, menons une campagne respectueuse, basée sur les idées. Moi, là, j'ai rarement convaincu quelqu'un de penser comme moi en l'insultant. Je sais pas toi, mais moi, ça m'est rarement arrivé. Et je trouve que le climat, il n'est pas très sain en ce moment, mais il est ce qu'il est, puis on travaille avec ce qu'on a. Mais je parle souvent des gens qui ont été politiciens dans les années 80, 90, 2000. Ça semble vraiment avoir été une époque différente parce que les points de contact avec les gens étaient différents. Mais on est de notre époque, puis les on médias accepte sociaux, ça. Sinon, je suis pas content, j'avais juste à faire d'autres choses, puis je suis très content. C'est quoi les deuils, entre guillemets, que tu as dû faire ou que tu dois faire? Bien, le deuil de l'anonymat, puis le deuil de l'amour éternel. C'est-à-dire qu'il faut accepter que maintenant, tu vas t'acheter un morceau de pain ou tu vas juste aller voir un spectacle. Moi, je suis allé voir tellement de spectacles dans ma vie. Là, je me rends compte que quand je vais voir un spectacle, ben là, ça dérange bien du monde, puis ça a un impact, puis bon. Mais, donc, deuil de l'anonymat. Puis de l'amour éternel, ben, façon de dire que là, il faut que j'accepte qu'il y a plein de gens qui m'aiment, puis il y a plein de gens qui m'aiment pas, pour les bonnes et mauvaises raisons dans les deux cas. Et ça, tout le monde se prépare à ça jusqu'à temps que tu le vives. Jusqu'à temps que ça t'arrive un matin où quelqu'un qui ne te connaît pas te voit à face, puis la face lui descend, puis devient comme pas content d'exister parce qu'il passe à côté de toi. Je dis pas que ça m'arrive aux 3 secondes, mais ça arrive à tout le monde. C'est sûr que ça arrive à mes opposants aussi, c'est juste que là, moi, je vous en parle. Ça, c'est quelque chose que ça prend un certain détachement pour accepter ça. Puis je me trouve bon de gérer ça parce que le Charles d'il y a 2 ans aurait géré moins bien ça. Ah oui, hein? Ouais. Une genre de maturité politique, quoi? Une genre de maturité, puis un laisser-aller aussi là, de ce que ça veut dire faire de la politique. C'est comme je dis souvent, si tu décides que tu vas te baigner, ben c'est ça se peut que les cheveux soient mouillés aussi. Là. Fait qu'il faut que tu y ailles au complet. Puis, tu peux prendre des bouillons une fois de temps en temps. Qu'est-ce que tu crains le plus de perdre en devenant une personnalité publique? La spontanéité, je dirais. Parce que là, c'est sûr que j'ai une équipe, puis là, il y a des contextes, puis on me casse dans un rôle de le chef de ci, le chef de ça. Mais en même temps, moi, je suis un humain avec mes propres doutes. Mon opinion change des fois aussi. En passant, si personne ne changeait jamais d'idée, il n'y en aurait pas d'élection. Ça donnerait quoi de faire des élections? Tu sais, les gens évoluent. Quand je vois des gens être outrés que quelqu'un ait changé de parti, bon, quand tu es déjà élu, c'est quelque chose, mais sinon, les électeurs, lui, il a déjà été péquiste, bien, tant mieux si tu veux être libéral. Lui, il a déjà été libéral et rendu péquiste, bien, tant pis. Bon, tu reviendras un autre. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Exactement. Mais ça devrait s'appliquer aux chefs aussi. On peut évoluer, nous aussi, dans certaines prises de position. Puis j'ai l'impression des fois que c'est plus simple pour les gens ou les médias de nous camper dans une boîte. Puis moi, j'ai envie de dépasser de la boîte des fois. Puis je vais gérer ça dans les prochaines années, je te dirais. C'est quoi la promesse que tu t'es faite avant de te lancer en vie publique? Tu as dit, moi, là, jamais je ferai ça. Bien, des choses illégales. Tu sais, moi, dans ma première course, j'ai dit aux gens, moi, je préfère perdre que tricher. Puis ça a toujours été toute ma vie. Moi, je suis très fatigué le soir quand je me couche, mais je dors bien parce que j'ai rien sur la conscience. Alors, il y a personne de parfait, mais moi, je suis venu en politique pour être transparent, pour être honnête avec le monde, travailler dans un milieu qui n'est pas évident, mais il y a plein de choses que je ne ferai pas. Tu sais, je veux vraiment gagner, mais pas à tout prix. Ça, peut-être peut avoir l'air bizarre de le dire, mais je ne ferai pas tout, surtout des choses qui ne sont pas fidèles à moi-même pour atteindre un but qu'après, je vais avoir des remords ou je ne serai pas content. Je ne ferai jamais ça. Qu'est-ce que, justement, l'expérience actuelle est en train de t'apprendre par rapport à toi-même que tu ne savais pas? Bien, ça m'apprend que je suis plus résilient que je pensais.
Parce que plus tu es dans l'adversité, soit que tu t'effondres ou soit que tu changes. Puis finalement, je pense que les gens qui n'étaient pas d'accord avec ma décision, mes amis, pensaient que je ne changerais pas. Et ma famille, en fait ma famille surtout, pensait peut-être que je ne changerais pas. Puis ils découvrent quelqu'un qui est résilient par rapport à ça, puis qui est capable de vivre avec la critique, qui est capable de bâtir quelque chose à travers la critique, à travers la désorganisation un peu que la politique amène. Après, c'est pas parfait, mais ne serait-ce que pour ça, je suis content d'avoir fait le saut, parce que je me suis prouvé aussi à quelque part que je pouvais évoluer là-dedans. Puis je pense que, d'après moi, mais si on pose la question aux autres chefs, ils vont dire ça aussi, qu'on a beau en parler, on a beau se préparer, mais c'est quand tu es dedans, c'est quand tu es dans la marmite que tu vois si tu te brûles ou si tu bouges pour pas brûler. C'est un peu ça qui se passe. Puis quand ça va être terminé dans 1 an, dans 8 ans, dans 12 ans, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se rappellent de toi? Je dirais mon amour du Québec. Pour moi, c'est très, très important. Je suis quelqu'un qui... C'est tellement important pour moi, la culture, notre identité, qui on est. Puis c'est sûr que quand on arrive sur la question identitaire, il y a toujours des clivages, puis c'est toujours qui est le plus québécois que tout le monde. Tous les gens qui sont des chefs politiques au Québec, les 5 principaux, là, tout ce monde-là aime le Québec. Tout ce monde-là veut que le Québec grandisse. C'est juste qu'on ne veut pas se rendre au même chemin, puis on n'a pas le même genre d'auto pour se rendre. Mais de dire qu'il y a des gens comme, exemple, moi, qui ne croient pas au Québec autant qu'un autre, c'est vraiment blessant. Oui. Parce que c'est l'inverse de qui je suis. Alors, je dis je suis blessant, là, je ne suis pas en boule dans mon lit, là, parce que je sais que c'est ça la politique. Mais foncièrement, tous les gens qui pourraient penser ça sont dans l'erreur. Alors, moi, je veux qu'on se rappelle, je voudrais qu'on se rappelle éventuellement dans mon amour du Québec, dans mon amour du parti aussi. Parce que moi, je crois, l'effet de parti, là, d'être dans une gang contre une autre gang, je trouve ça bon, ça. Moi, j'aime ça, ce côté-là. Comme un sport d'équipe. Oui, c'est comme un sport d'équipe. Je ne suis pas très sportif. Tu sais, je suis plus, peut-être un peu plus intello que sportif. Je n'ai jamais été dans un sport d'élite et tout ça. Mais tu fais de la course. Mais je fais de la politique. Et puis ça, c'est un sport d'équipe. Il y a des statistiques individuelles, mais c'est un sport d'équipe. C'est vrai. OK? Tout le monde peut être super bon si on ne travaille pas ensemble. On va finir au repêchage, on ne finira pas au Conseil des ministres. Okay. Alors, il faut travailler ensemble. En tout cas, moi, je suis content de faire partie de ton équipe, Charles. Bien, merci. Puis, tu es très utile dans mon équipe. Puis, c'est un plaisir de t'avoir. Parfait. Merci beaucoup, François. Bye-bye. Merci.